Bienvenue sur le podcast multi-TCG de Label Carte. On se retrouve pour un épisode hors série pendant les fêtes. On a tourné cet épisode en avance. Bonne fête à vous d'ailleurs. Je ne sais pas exactement quand ça sort, mais pendant les fêtes. PL est au Japon actuellement, donc on n'a pas pu tourner de podcast. On en a enregistré un en avance, donc il n'y aura pas d'actualité multi-TCG. On a ramené des thèmes qu'on a généralement pas le temps de traiter dans nos podcasts multi-TCG parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Donc là, c'est plutôt des thèmes d'ensemble dont on avait envie de vous parler. On va s'intéresser au top 10 des plus grosses ventes de l'histoire du TCG. On va vous décrire chacune de ces ventes-là. Ensuite, toi, tu vas nous apporter deux autres petits sujets. Oui, un sujet sur comment être un joueur multi-TCG, un peu ce que ça implique et avoir peut-être des petites astuces entre guillemets ou des recommandations, des conseils sur comment s'en sortir, parce que c'est vrai que niveau temps et budget, c'est pas forcément évident. Ouais. Et pour le plaisir, je suis allé vous farfouiller sur un petit site très pratique, et j'ai cherché un peu d'infos aussi sur internet à côté. Des vieux boosters, j'ai quasiment tous entre 80, dans les années 90, donc 90-99. Ouais. Certains vous allez dire ah oui bon, je me serais douté que ça existe. D'autres vous dites D'autres, la vache, je ne pensais pas que ça existait. C'est assez fou. Ok. On fait un petit big up à Ultimate Guard qui Il y sponsorise. aura un petit quiz à la fin. Oui, évidemment le petit quiz à la fin. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de petit quiz. Là, Oui. on a préparé un petit quiz qui, je l'espère, vous fera beaucoup marrer. En tout cas, les joueurs de Yu-Gi-Oh, vous risquez de bien vous amuser. Les autres, j'espère aussi. Vous pourrez vous moquer de moi. Voilà, vous pourrez vous moquer de PL ou alors de vous moquer du quiz. Nous verrons bien. Big up à Ultimate Guard qui sponsorise évidemment cette chaîne multi-TCG. Merci à eux, les meilleurs accessoiristes TCG. Les bestes. D'après nous, vous pouvez passer directement par le lien qui est en description pour faire vos achats. Ça les soutient eux évidemment, mais ça nous soutient surtout nous aussi. C'est important de protéger ses cartes, de protéger ses decks, de protéger sa collection. Donc passez par Ultimate Guard, ils font que des produits exceptionnels. N'hésitez pas. Exact. Et n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire dans l'espace commentaire. N'importe quoi. Si c'est en rapport avec le podcast, c'est toujours mieux, parce que ça vous permet de gagner un petit cadeau de Noël, finalement. Cadeau de fête de fin d'année. Ouais. Parce que peut-être que Noël est déjà passé, on ne sait pas. Et ce sera quoi? Eh bien écoute, on ne sait pas encore, on va y réfléchir, mais la belle carte vous offrira un petit cadeau TCG. C'est toujours difficile dans les podcasts Magic, on fait gagner du Magic. Dans les podcasts multi-TCG, vu qu'on parle de plein de TCG, c'est jamais défini, donc je le mettrai en commentaire, et comme ça, vous saurez ce que vous gagnez en regardant dans les commentaires. Exactement. Un des boosters dont je vais vous parler. Non, pas du tout. Ah, il faut qu'on l'ait, mais il faut qu'on l'ait pas. En plus, la probabilité que ça vous parle, les boosters que j'ai sélectionnés, c'est assez improbable. Compliqué. Allez, c'est parti sur comment être un joueur de multi-TCG PL, et ensuite, moi, j'irai sur le top 10 des cartes les plus chères de l'histoire du TCG. Tout à fait. Alors, un joueur multi-TCG, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus avec les nouveaux TCG. Plus il y a de potentialité de jeu, plus on a envie de jouer à plusieurs. Avant, on avait coutume de pratiquer qu'un seul jeu de cartes. Quand bien même on aimait bien d'autres jeux et tout, on n'en jouait qu'à un seul. Et quand on switchait, on vendait une partie ou sa collection d'un jeu pour migrer vers un autre. Puis ensuite, quand on remigrait, etc. Enfin, c'était un peu lourd. Tu devais choisir ton TCG. Alors que maintenant, de moins en moins, les gens font ça et plutôt se mettent à être, comme on appelle ça, des joueurs multi-TCG, comme nous le sommes. Et je voulais faire un petit point là-dessus et vous parler de deux trois catégories pour ceux qui, par exemple, regardent ces podcasts et se disent ah putain j'adore entendre parler de TCG, mais c'est vrai que moi je joue qu'à ça ou je joue pas du tout. Ça pourrait vous être utile. On va commencer directement. Je précise qu'il y a déjà eu une ère multi-TCG dans les années 90 qui avait été notamment introduite par Magic. Avec le succès de Magic, il y a énormément d'éditeurs et de licences qui il y a eu plein de TCG ont émergents surfer sur cet engouement-là. Mm-hmm. Et du coup, on a eu cette époque dans les années 90 où les gens jouaient à plein de TCG, Magic, Netrunner et compagnie. Finalement, il n'y en a que 3 qui sont restés, qui ont dominé ce qu'on appelle le Big Three, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic. Tous les autres se sont écroulés. On vit une deuxième ère multi-TCG, la nouvelle ère. Est-ce que cette ère-là va se démocratiser et faire vivre le multi-TCG comme il existe en Asie, notamment au Japon depuis des années? Ou est-ce que pareil, tout va s'écrouler et seulement 2-3 vont sortir du lot? Ça, pour le coup, on ne le sait pas, mais je trouve ça vachement passionnant de voir que finalement l'histoire se répète un peu. Exactement, ouais, c'est vrai. Là, pour le coup, on sent vraiment une croissance qui est liée notamment au monde ludique qui a énormément cru ces dernières années, de post-Covid. La carte aussi, post-Covid, gros boom, notamment en collection Pokémon et tout. Et ça ramène des gens, notamment, pour parler de Pokémon, les trucs comme TCG Pocket, les semi-jeux de cartes, semi-collection, qui ramènent des gens en se disant « Ah putain, mais c'est pas mal, on va voir ce que ça donne ».
Bon, des gens se mettent juste à collectionner, mais des gens se mettent à jouer aussi. Là, je vais pas parler de collection parce que collection, ça dépend de vos moyens et c'est très facile d'acheter plein de cartes. Les cartes rares et dures à trouver, elles sont rares et dures à trouver. J'ai pas trop de conseils là-dessus. Alors que pour le jeu, il y a plein de trucs que vous savez pas forcément. On commence par la question principale, je crois, le budget. Parce qu'évidemment, ça coûte de jouer à plusieurs TCG en même temps. La première chose que je vous conseillerais quand vous voulez vous mettre à un autre TCG, c'est de chercher des decks budget. Nous, on en propose typiquement sur Arena. C'est un soft numérique, mais on le propose systématiquement à chaque extension. On n'a pas inventé ce concept-là. Il y a certainement des gens qui le font également sur d'autres jeux. Je sais que pour Magic papier, il y a Saffronolis typiquement qui propose des decks budget pas très bons, mais qui coûtent moins de $30. Si vous voulez vous y mettre, pour $30, vous avez un deck, donc environ 30 € aussi, et c'est pas mal. Si vous voulez vous mettre à d'autres jeux, typiquement Yu-Gi-Oh, quand il y a un gros set de reprint qui sort, c'est aussi un bon moment pour s'y mettre. Donc cherchez du contenu dans ce sens-là, deck budget. Et deck budget, c'est pas forcément un deck qui va pas coûter cher. Ça peut aussi être, et ça c'est encore mieux je trouve perso qu'un deck budget, un deck qui va être valable longtemps. Il y a des jeux typiquement Flesh and Blood qui ont des decks qui sont valables longtemps, pas forcément les meilleurs decks, des fois ça devient moins bon, ça commence à partir dans le lotier et tout, mais c'est toujours jouable. Les cartes sont légales, elles n'ont pas subi de rotation, de ban ou quoi, et tu peux juste avec le deck que t'as acheté genre il y a 2 ans, acheter les 2-3 nouvelles cartes quand tu t'y remets, quand tu te repenches dessus pour justement le mettre à jour. C'est le concept de Flesh and Blood, j'en place une petite, c'est que c'est un TCG que vous pouvez consommer comme un side TCG, dans le sens où c'est très fort de la part de Flesh and Blood, qu'importe le deck que tu choisis de jouer, tu pourras le jouer toute ta vie. Parce qu'en fait, il n'y a pas de deck injouable, tous les héros ont des mécaniques et des synergies qui font que le deck a une orientation compétitive. Toutes les cartes qui sortent dans chaque set, qui viennent renforcer les classes, ont vocation à être utilisées pour essayer justement de faire que ton deck devienne le meilleur deck. Et comme tu le dis, ça fluctue. Mais je veux dire, même quand ton deck, il n'est pas dans le tier 1 du format, il est jamais injouable. C'est pas comme à Magic où il y a des trucs que vous verrez jamais. Tu peux jouer tout le temps ton deck Flesh and Blood. Parfois, il sera au sommet. Parfois, il sera un peu moins fort. Avec les nouvelles extensions et le support, il redeviendra puissant. Et si jamais ton héros était trop fort et qu'il devient banni, tu as toujours un autre héros qui prend sa place et tu conserveras les mêmes cartes de classe avec juste une stratégie différente. Donc en soi, à Flesh and Blood, qu'importe ce que tu achètes, qu'importe par quoi tu commences, tu pourras tout le temps le jouer. Tant qu'il n'y a pas de Living Legend de très impactant, on va dire. Mais même pas, parce que de toute façon, tu as toujours un héros qui prend la place. Oui, mais en attendant qu'il y ait un héros, on va dire, décent qui prenne la place, parfois tu peux attendre un petit peu, quoi. Même pas? C'est pas si long. Est-ce que tu as des situations où tu as des héros qui sont partis? C'est arrivé avec Oldim, mais non pas parce que c'était un héros gardien, c'est parce que c'était un héros gardien avec le talent Ice. Tu vois? Ah ouais, du coup, il n'y avait plus gardien Ice. Donc il n'y avait plus gardien Ice. Mais en soi, perdre une classe, ça n'existe pas. Il y a plusieurs héros de la même classe. D'accord. Et donc c'est vraiment des cas très particuliers. C'est ça. Donc ça, c'est assez fort, ce type de TCG qui se consomme vraiment comme un TCG d'à côté. Ouais. Tu peux partir et y revenir. T'as pas l'impression d'avoir tout perdu. Tu peux reprendre ton deck de l'époque où t'es parti. Ouais, mais ça c'est bien justement les TCG ou les formats de TCG qui permettent de faire ça. Le Commander Multi à Magic, vous pouvez garder votre deck multi toute votre vie. Enfin, je sais pas s'ils vont changer des trucs à l'avenir, mais en tout cas, si vous l'avez acheté il y a 5 ans votre deck multi, vous le ressortez maintenant, il n'y a pas de galère quoi. Il n'y a aucun souci. Donc ça c'est aussi une façon de jouer multi TCG quand vous pouvez avoir des decks. Quand même, ils sont peut-être un peu plus coûteux. Au final, vous allez garder plus longtemps pour les utiliser plus longtemps et c'est plus intéressant niveau finance. Toujours niveau finance, ne pas hésiter à revendre ces cartes si on ne compte pas les jouer pendant plusieurs mois ou semaines même. Parce que ça, il y a beaucoup de gens qui gardent des cartes en mode « Ah, mais au cas où je m'en resserre et tout ». Regardez le calendrier, dites-vous, attends, est-ce que là, janvier, non, je pourrais pas faire de tournoi de Magic. Février, je pourrais, mais il y aura pas de tournoi de Magic intéressant pour moi. Ok, peut-être qu'en mars, il y en aura de nouveau, et encore, c'est pas sûr, donc ça me mène à avril. Donc ça veut dire que là, pendant 3 mois, imaginons, vous pouvez pas jouer à Magic avec vos cartes. Il y a très peu de chances que les cartes, je parle pour Magic, mais c'est le cas dans beaucoup de jeux, prennent de la valeur. Généralement, elles vont stagner ou baisser avec le temps. Donc, ça veut dire que ces cartes-là que vous n'utilisez pas, si vous avez le temps évidemment de les vendre et tout ça, ça prend du temps, j'en suis bien conscient, ces cartes que vous n'utilisez pas, elles vont forcément baisser, et du coup, au moment où vous en avez besoin, si elles sont toujours bonnes, bon bah tant mieux, vous les avez gardées, vous n'avez pas besoin de les racheter, mais vous auriez été gagnant à les vendre et les racheter quand elles ont baissé, quelques mois plus tard. Et potentiellement quelques mois plus tard, ce n'est pas les mêmes cartes que vous avez envie de jouer. Ça ne s'applique pas évidemment au deck éternel que je parlais juste avant, ce conseil-là. C'est plutôt pour jouer tiers, on va dire méta. C'est plus intéressant de revendre et de racheter. En fait, quand bien même vous repayez des frais de port, vous avez un peu de manutention, parce que des fois il y a des écarts de
plusieurs dizaines d'euros, voire centaines d'euros sur certains decks, et du coup, faire tourner comme ça sa collection, surtout sur plusieurs TCG, ça vous permet d'être joueur multi-TCG, tout en n'ayant pas un investissement trop impactant à faire régulièrement, malgré les sorties sur tous les TCG, parce que c'est vrai que quand vous jouez à 2, 3, 4, des fois vous avez jusqu'à 4 extensions qui sortent en un mois, et là effectivement c'est un petit peu compliqué si vous jouez à tous simultanément, donc n'hésitez pas à faire ça. Je vous recommanderais Magic Card Market. On n'est pas sponsorisé, mais c'est juste que c'est très pratique. Il y a tous les TCG. Vous pouvez également utiliser des groupes de revente. C'est parfois un peu plus long, mais vous vendez peut-être un petit peu mieux. Et sinon, la solution pour revendre, mais là vous perdez forcément des sous, c'est de vendre à une boutique qui rachète votre collection. Et dans ce cas-là, vous vous faites pas chier, vous revendez tout d'un coup, mais vous allez perdre entre 30 et 60% de la valeur de ce que vous vendez. Ça dépend ce que vous vendez. Voilà. Je vous donne juste des petits tips au cas où. Cette boutique-là. La belle carte rachète les cartes, si jamais. Elle rachète, et au bon prix. Ne pas hésiter à demander des cartes ou des decks carrément au prêt. Ça aussi, je le mets dans la catégorie budget, même si c'est un peu catégorie sociale aussi. Il faut avoir des gens à qui demander, mais les communautés généralement peuvent vous monter des decks très facilement. Les gens sont ravis de prêter leur deck. Voilà, ils sont contents de vous prêter un deck. Ils se mettent en commun à quelques-uns, à plusieurs joueurs pour vous faire un deck si il y en a un qui peut pas vous le prêter. Ça passe. La plupart des gens le font avec grand plaisir parce que si c'est la condition pour qu'il y ait plus de gens qui viennent jouer avec eux, de prêter leurs cartes qu'ils n'utilisent pas, parce que tu joues jamais avec toutes tes cartes d'un coup, quand tu es joueur régulier en tout cas, du coup, ils vont pouvoir le faire et ils vont le faire. S'ils peuvent le faire, je veux dire, ils vont le faire. C'est dans toutes les communautés, je parle pour toutes les communautés, et vraiment s'il y a une commune où vous le faites pas bien, pas cool, ça coûte rien de prêter un deck le temps d'un tournoi. Je parle pas de prêter les cartes 10 ans, juste le temps d'un tournoi, ensuite vous récupérez vos cartes. La personne elle est régalée et justement pour vous, ça vous permet de jouer à plein de TCG différents en fonction des communautés. Ceux qui ont les moyens le font même par pur plaisir. Moi je mets un point d'honneur, je joue à plein de TCG. Dans chacun des TCG auxquels je joue, j'ai forcément 2 decks. Forcément, c'est un minimum parce que je sais que le deuxième deck, ça va me permettre de pouvoir avoir un adversaire, faire découvrir le jeu à quelqu'un. Ah bah tiens, tu passes cet après-midi, comme j'ai fait l'autre fois avec Mika, bah tiens, j'ai mes 2 decks One Piece, on va se taper. Et des profils comme moi, eh ben il y en a d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas, les gens ont souvent 2 decks pour pouvoir faire découvrir leur jeu préféré. Ou des bouts de deck, un bout de deck avec 2-3 cartes ou 2-3 cartes que vous possédez. N'hésitez pas à utiliser le lien social que les TCG créent. Tout à fait. Demandez aussi, avant de vous mettre à un TCG ou de vous y remettre, si vous n'avez pas la connaissance, demandez à la communauté de ce jeu comment se consomme financièrement le jeu. Je m'explique. La plupart du temps, c'est des cartes à l'unité pour acquérir un deck le plus facilement, le plus rapidement. Mais il y a des jeux où c'est intéressant d'ouvrir des boosters, par exemple, pour récupérer beaucoup de rares de base, de communes d'Unco. Et si vous pouvez vous le permettre, évidemment, c'est intéressant même si vous y jouez pas actuellement, de récupérer au moment de la sortie, parce que vous payez en précommande vos produits scellés, donc moins cher. Et de toute façon, vous allez devoir les récupérer à l'unité plus tard si vous le faites pas, ce qui sera plus long, parce que plus de frais de port, plus de commandes, etc. Par exemple, Magic. Généralement, on ne conseille pas d'ouvrir des boosters, à part vraiment quand vous débutez, histoire de se faire un peu plaisir. Du coup, je vous recommanderais d'acheter vos cartes à l'unité, carte market, groupe Facebook, ou de faire des trades si vous avez de quoi faire des échanges, mais bon, ça se fait malheureusement plus beaucoup. Dans un autre jeu comme Yu-Gi-Oh!, je vous recommanderais, si vous voulez vous y mettre, d'attendre certaines sorties. Là, il y a un tel set de reprint qui va sortir. Attendez un petit peu parce que c'est le moment où vous allez acheter au meilleur prix les cartes, ce sera facilement disponible, voire même d'acheter les boîtes de boosters de ces reprints parce qu'il y aura une concentration de jus qui est plus intéressante. Donc au lieu de juste vous y repointer et dire je sais comment ça fonctionne, je fais comme ça, demandez à la commune si vous découvrez ou si vous venez d'un autre TCG et que vous n'y avez pas joué à tel TCG depuis longtemps, parce que justement elles pourront vous dire, la communauté, prenez plusieurs avis, attention, comment se consomme le jeu actuellement. Vous avez des Discord communautaires qui sont très populaires pour chacun des gros TCG, donc allez sur les Discord communautaires, vous avez des salons spécifiques pour débuter, pour poser vos questions à la communauté. Vous allez avoir une redondance de réponses similaires, ça sera la bonne réponse la plupart du temps. Exactement. Avance-toi un chouïa, comme ça la caméra elle te... je suis un petit poil floutasse. Voilà, elle te défloutera. Attends, je vais même mettre un petit coup de fauteuil. Voilà. Nickelus. Voilà pour la partie budget. Si tu as d'autres recommandations, n'hésite pas. Non, c'est tout bien. Se tenir informé. Autre sujet, autre chapitre, on va dire, de ce podcast. C'est important d'avoir une veille sur l'actualité des TCG. Alors, il y a ce podcast, du coup, qui vous permet d'avoir une veille par-ci par-là sur ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on rentre pas en détail dans tous les TCG. Parce que pas le time et que c'est parfois trop précis. Il y a des gens qui viennent écouter un peu tout ce qui se passe. Ça les intéresse pas d'avoir un truc très précis sur un TCG. Ça nous arrive, mais on peut pas le faire tout le temps.
Il y a plus ou moins de contenu disponible. Si vous avez des créateurs de contenu réguliers que vous appréciez, je parle pas là forcément pour nous, hein, ça dépend des TCG. N'hésitez pas à les follow justement pour garder en fait une oreille. C'est plus simple si vous suivez entre guillemets un peu comment évolue le méta, les sorties, plutôt que de vous repointer à chaque fois, de devoir un peu tout réapprendre. Il y a des jeux où ça marche bien, des jeux où ça marche pas du tout. Pour chaque TCG, il y a des créateurs de contenu qui sont spécialisés. Nous, on est généraliste sur le multi-TCG, mais spécialisé dans l'Orcana et dans Magic, par exemple. Donc, si vous voulez du contenu spécialisé Magic et l'Orcana, vous pouvez venir chez nous. Il y a nous, par exemple. Mais nous, pour pouvoir suivre l'actualité multi-TCG et pour pouvoir vous proposer ces podcasts-là, dans tous les cas, on est obligé de faire nous-mêmes de la veille. Donc, la même chose qu'on vous demande de faire. Et cette veille-là, moi, j'ai pas le temps de Triad Flesh and Blood, One Piece et compagnie. On fait déjà Magic et l'Orcana, c'est déjà très bien. Donc forcément, on va voir d'autres créateurs de contenu et je peux vous garantir, moi qui avale énormément de contenu toutes les semaines, que chaque jeu a des créateurs de contenu français ou francophones de très bonne qualité où vous trouverez toutes vos informations. Et vraiment pour chacun des jeux. Tout à fait. Si vous jamais vous n'avez pas envie de manger trop de contenu, les groupes Facebook ou les Discord. Je mettrais plutôt l'accent sur les Discord moi personnellement, mais je sais que groupe Facebook Plutôt aussi, groupe Facebook, ça marche. Mais Facebook pour l'information, c'est pas le plus ergonomique. Ça marche, mais c'est pas ergonomique, mais en tout cas les communautés TCG sont très présentes sur Facebook. Mais elles sont présentes, voilà. Donc les groupes Facebook ou les Discord, où vous pourrez retrouver du coup beaucoup de joueurs et suivre certains salons, voir un peu ce qui se passe, les discussions. Il y a des salons où il y a des news qui sont postées sur des trucs. Je ne connais pas pour tous les TCG, hein, pour le coup, mais je sais que le Flesh and Blood France est très actif. Ouais. En tout cas, quand j'y étais régulièrement, fut un temps, il était très actif, donc c'était assez plaisant de lire un peu le journal Flesh and Blood juste avec un Discord. Ouais. Et je sais que ça existe sur beaucoup de trucs. Sur Yu-Gi-Oh! Je ne suis pas dans des Discord, mais je sais qu'il y a beaucoup de tout à fait. gros Discord, les Discord de team, etc. Création de contenu, il y a beaucoup de choses sur Yu-Gi-Oh! Pour il y a Magic, beaucoup de vous avez création de notre contenu. Discord qui est quand même pas mal actif, donc il y a à manger. Exactement. Donc ça, c'est important. Ça vous permet de vous alléger, en fait, de vous charger légèrement toutes les semaines, on va dire. Ça vous permet de vous alléger au moment où vous allez vouloir passer le cap et vous dire ah je m'y mets. Parce que si vous suivez, par exemple, vous jouez pas à l'Orcana, vous écoutez nos podcasts et vous regardez peut-être une vidéo de temps en temps de ce qu'on fait sur l'Orcana, les vidéos avec les gros titres là. Et ben quand vous allez vous y mettre, vous dites ah ok, mais je sais qu'il y a ci, je sais qu'il y a ça. Vous avez déjà des connaissances, vous êtes pas perdu. Vous dites oui, bah c'est comment ça s'appelle, bleu rouge contrôle, les styles song, les meilleurs decks toujours. Ok. En fait, vous avez cette veille et c'est beaucoup plus simple que de devoir apprendre ce que c'est, ce qui se passe et tout. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. C'est de la curiosité en somme. Moi, je disais Oui. souvent, à l'époque où même le multi-TCG n'existait pas, c'était une expression qu'on disait nous avant qu'elle existe. Et parce que j'ai toujours consommé plusieurs TCG, même si on n'en parlait pas sur la chaîne. Et puis quand j'ai commencé à en parler, notamment sur Twitch, je disais, mais en fait, parce que tout le monde me répondait, mais Val, personne ne jouera à plusieurs TCG, c'est tellement cher et chronophage. Je disais, attendez, déjà, moi, la première étape, je vous demande pas ni d'y jouer, ni d'en acheter. Je vous dis déjà, la première étape, Curieux. c'est d'avoir la curiosité, de t'intéresser à ce qui se passe à côté. Parce que quand bien même tu n'y joueras pas, ça te permettra déjà, par analyse comparative, de regarder un petit peu comment se place ton TCG et ce qui fait de bien ou de mal par rapport aux autres TCG. Aussi, ouais. Ça te permet de renforcer certaines convictions que tu as sur ton propre jeu et parfois aussi d'en atténuer certaines. Combien de fois les décisions de Wizard qu'on a trouvées exécrables en tant que communauté Magic, on les a peut-être rebalancées quand on voyait ce qui se faisait aussi à droite à gauche. Et inversement, quand on est très satisfait de quelque chose que met en place notre TCG, bah des fois on peut le valoriser encore plus parce qu'il est le seul à le faire dans la sphère multi-TCG. Donc ce qu'on vous dit, c'est que au-delà de forcément directement vous investir et faire plusieurs TCG, déjà avoir ce côté veille, cette curiosité de s'intéresser à ce qui se passe à droite à gauche, bah ça peut vous faire du bien vous, même dans votre relation à votre TCG de base. Et en plus de ça, quand vous passerez le cap, bah ça sera un cap qui sera quand même beaucoup plus facile. Mais avant que l'ère multi-TCG existe et que les gens jouent à plusieurs TCG, les gens n'y croyaient pas. Moi, je vous demandais seulement d'être curieux. Soyez curieux, c'est trop cool en fait d'être curieux. De ouf. Donc, tu peux que avoir des bonnes surprises. Exactement. Parce que mauvaise surprise, au pire, c'est ah bon, mais c'est ce que je pensais. Bah voilà. ok. Bah, pas de surprise du coup. Pour la catégorie se tenir informé, toujours essayer si possible de se calquer sur le calendrier des TCG. Donc ça, c'est savoir comment fonctionnent les différents TCG qui vous intéressent. Évidemment, là, je rappelle tous les conseils, c'est pour ceux qui ne jouent qu'à un TCG. Ceux qui jouent déjà plusieurs, vous savez sûrement tout ce que je vais dire. Vous pouvez du coup faire la passe D aux collègues. Il y a des calendriers qui sont parfois très précis, comme l'Orcana. L'Orcana, il y a 4 sets par an. Et je crois que c'est 1 mois et demi ou 2 mois après la sortie d'un set, il y a les championnats de set. Je crois que c'est 1 mois et demi, ouais. Et ça dure 1 mois. Donc ça, vous savez, moi typiquement c'est la période, on va dire, où je suis plus actif compétitivement sur l'Orcana, hors gros événements, mais ça dépend si ça tombe bien pour moi, si je suis dispo.
Du coup, je sais qu'au championnat de 7, un peu avant, je commence à me repencher un peu plus sur le méta un peu plus deep, un peu plus en profondeur. Et quand arrive les championnats de 7, si je peux en faire 1, 2, 3, bon, c'est assez rare, mais j'essaye. Et du coup, je sais que c'est ma période Lorcana. Et Magic, un petit peu moins. Une fois que le championnat de 7 est passé, qu'on attend la prochaine extension qui arrive, je fais moins de tournois Lorcana, je vais plutôt repartir sur Magic qui, lui, en tout cas pour les formats que je joue dans Magic, n'ont pas vraiment de calendrier. Ouais. Donc je peux en faire un peu n'importe quand. Et on est dans le sud, on n'a pas spécialement beaucoup d'occasions, mais si par exemple il y avait du One Piece à chaque fois en début d'année, et ben début d'année, je sais que ce serait ma période One Piece. Faut trouver le timing qui vous sied, quoi. Exactement. Il y a des timings des fois qui seront en même temps, et ça c'est un peu chiant. Ouais. Donc vous devez faire un choix. Mais il y a des timings qui s'enchaînent assez bien, et quand vous les avez, quand vous les connaissez, c'est assez simple de les avoir quelques mois à l'avance, hein, bah, vous pouvez mieux prévoir justement vos investissements en argent et en temps. Moi, je suis très hype et stimulé par la nouveauté, et donc du coup, je vais m'intéresser et jouer à chaque TCG qui sort. Donc dès qu'il y a une nouvelle extension Flesh and Blood, bah, pendant 1, 2, 3 semaines, je suis sur Flesh and Blood. Quand il y a une extension One Piece qui sort, 1, 2, 3 semaines, je suis sur One Piece, et je design ma quête et mon temps de jeu multi-TCG, ou même mon temps d'intérêt multi-TCG en fonction des sorties du jeu. Mais c'est mon timing, je le connais, je sais ce qui me plaît, et c'est comme ça que je l'ai formulé. Inversement, toi, t'es plus, j'aime bien quand les métas sont déjà établis et je vais me préparer pour aller faire un tournoi. Et dans ce cas-là, toi, c'est ton calendrier, mais tu le connais et tu t'adaptes à ça, quoi. Ouais, exactement. Donc adaptez-vous à ce qui vous parle. Tout à fait. Après, pour les événements, ça t'as pas trop le choix. Les événements, c'est genre, il y a cet événement-là. Oui, mais parce que par exemple, participer. Lorcana fait ses événements un mois et demi après la sortie, mais par exemple, sur Flesh and Blood, ils font l'événement une semaine après. Ils font de suite, ouais. Donc, oui, mais du coup, si c'était jour de flèche, je le ferai de suite. ouais, J'attendrai pas que ce soit établi. Okay. Toi, c'est l'événement, alors que moi, c'est la sortie qui prime. Donc, je m'adapte ça. à la sortie, tu t'adaptes à l'événement. Exactement. Dernière chose pour se tenir informé, savoir où aller chercher l'info pour rattraper entre guillemets le retard quand vous revenez sur des jeux. Nous, on est là, forcément sur certains jeux, mais bon, pas sur tous. Et le mieux, c'est de demander à la communauté. Et encore mieux, vous allez directement envoyer un MP à un joueur actif d'un TCG. Et il vous répond pas, au pire, vous allez envoyer un message à quelqu'un d'autre. Hein, mais vous lui dites, yo, ça dit quoi? Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un peu le méta et tout? Bah là, il y a ça. Ça va forcément être un peu influencé par les goûts de la personne, enfin, souvent. Mais si vous prenez comme ça l'avis de 2-3 personnes, vous allez avoir une idée générale qui se dégage. Vous dites, ok, on en est là, du méta, il se passe ça dans le jeu, machin. En quelques questions, vous avez vos réponses plutôt que de chercher l'information qui est parfois difficile à trouver précisément. Ça vous demande de consommer beaucoup de contenu pour avoir une information précise. Demandez à la communauté, il y a des membres de la communauté directement qui sont actifs. Ils auront l'information et vous la donnent en 2-2, quoi. Ouais. Voilà. Et puis s'ils vous la donnent pas, vous demandez à quelqu'un d'autre, tout simplement, quoi. Et restez poli en MP, surtout. Très important. Petit segment sur les jeux chronophages que je recommanderais un peu moins en multi-TCG, en tout cas pas de les cumuler. Qui se consomment pas en side en fait. Voilà, et j'en ai deux notamment, c'est Yugi et Flesh and Blood, je m'explique. Ok, je valide un mais pas l'autre. Pour vous y mettre, parce que si vous y jouez déjà, c'est pas pareil. Mais pour vous y mettre, ça va demander beaucoup d'investissement pour une visée compétitive, et ce sont deux jeux qui se consomment plutôt de façon compétitive. Du coup, c'est vrai que si vous jouez déjà à des TCG ou un TCG, vous dites, j'aimerais bien à côté me mettre un petit Yugi, un petit Flesh and Blood, faut être conscient, c'est pour ça que je le recommanderais pas, mais faut être conscient que ça va vous demander beaucoup d'investissement en temps. Flesh and Blood, un peu moins pour pouvoir faire des games, mais tout autant pour connaître le méta, savoir comment jouer votre deck par rapport à d'autres, ça vous demande beaucoup de pratique. Que une fois que vous avez dans Yugi et dans Flesh, c'est bon, vous pouvez revenir dans le jeu, vous avez ces heures de pratique, vous avez fait vos heures de conduite. Par contre, pour vous y mettre quand vous partez de zéro, c'est un peu plus dur parce que ça vous demande justement beaucoup de temps. Et moi, je te rejoins pas sur Flesh and Blood et Yu-Gi-Oh! Pas sur la mise en place parce qu'effectivement, l'accessibilité, c'est pas des jeux qui sont très accessibles. Donc, tu as forcément une charge de temps pour apprendre à jouer. Un peu de boulot. La différence, c'est qu'une fois que tu sais jouer à Flesh and Blood, c'est vraiment un jeu que tu peux consommer sur une fois que tu l'as, ouais. De side, même si tu sais pas jouer contre tous les autres héros du méta, mais que tu sais jouer ton propre héros, l'avantage de Flesh and Blood, c'est que tu vas quand même prendre du plaisir à jouer tes parties, à développer ce que fait ton deck. Suivre le metagame, c'est pas des metagames qui sont très fluctuants. On en parlait au début du podcast. Flesh and Blood, tu peux jouer le même deck pendant des années. Globalement, les classes ont toujours un peu les mêmes volontés, les mêmes entités. Donc, une fois que tu sais jouer à Flesh and Blood, c'est pas très dur de suivre. Moi, je pars, je vais, je reviens. C'est assez smooth, assez agréable. À l'inverse, Yu-Gi-Oh, c'est dur de s'y mettre, mais c'est aussi dur de le consommer, d'y rester. Parce que Yu-Gi-Oh, c'est extrêmement compétitif. La plupart des games se jouent vraiment sur des
connaissance de metagame, de langage, de règles extrêmement pointues et précises, règles qui sont nouvellement donc du coup implémentées avec les nouvelles mécaniques de chaque extension qui sort. Yu-Gi-Oh! C'est comme Magic, il n'y a pas une extension tous les 3 mois, il y a une extension tous les mois avec les extensions principales et les extensions support. Et chaque extension amène son lot de power creep et de modifications de metagame. Et pour avoir fait Yu-Gi-Oh! Autant ça a été très dur de m'y mettre, autant j'ai arrêté, pas parce que ça a été dur de m'y mettre, j'ai arrêté parce que c'était trop dur de le suivre. Ouais, ça Donc, demande beaucoup. Pour Ouais. Yu-Gi-Oh! Je te rejoins, pour Flesh and Blood c'est un peu moins vrai, c'est dur de s'y mettre. Mais quand il y est Ah, vraiment, tu peux chill avec ça pendant des années. Quoi. C'est vraiment pour s'y mettre, ouais. Ouais, Que je suis citer ces d'accord. jeux-là, ça vous demande beaucoup de temps. Yugi, effectivement. Pour Yu-Gi-Oh! Même quand il y est, c'est pour ça que c'est le seul que je Ouais. conseille pas en side, c'est un TCG principal. Si tu veux Effectivement, jouer ouais. à Yu-Gi-Oh! Vraiment tu joues qu'à ça. Et on le voit de toute façon, la porosité vers les autres TCG avec Yu-Gi-Oh! Elle est très très rare. Quoi. Ouais, effectivement. Lui est vraiment très dur à suivre, je trouve. À l'inverse, Lorcana et Pokémon, je vous recommanderais comme side TCG. TCG à vous ajouter en tant que joueur multi TCG, pardon, parce que c'est des jeux qui s'apprennent assez facilement, je trouve, sur les mécaniques de base et sur les mécaniques compétitives, qui sont assez différentes pour Pokémon, par contre, entre jeux de base et jeux compétitifs. Ouais, un beau Mais si vous êtes joueur de TCG, quand on vous dit comment jouer à Pokémon, pour faire une game, vous allez mal jouer, mais vous allez jouer. Un peu comme Flèche, genre apprendre la base et jouer vos cartes, c'est pas trop compliqué, c'est juste faire des vraies parties qui est dur. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qui peut se faire. Magic aussi, mais certains formats. Il y a des formats qui seront plus demandants que d'autres de veille, de suivre le metagame, etc. Il y a d'autres formats qui, comme le Duel Commander par exemple, vous demandent plus de charge pour rentrer, mais une fois que vous êtes rentré, vous demande vraiment quasiment aucun travail pour rester à l'affût de ce qui se passe. Les mecs qui jouent le même deck depuis 4 ans. Et voilà, donc voilà, c'est pour ça que je dis Magic, mais certains formats, genre le moderne, je ne recommanderais pas spécialement, Non. parce que ça évolue beaucoup. Donc à un instant donné, il faut arriver, maîtriser son deck, maîtriser le side, maîtriser les autres decks, les sides, c'est vraiment trop d'informations, trop, si vous ne jouez pas déjà à Magic. A contrario, si par exemple vous commencez du standard, bon, on va dire sur Arena, parce qu'en papier c'est compliqué. Le standard c'est cool. Ça représente une somme d'informations, mais ça va. C'est pas énorme, quoi. Au global, les TCG plus récents aussi sont moins chronophages. C'est un peu pensé pour, j'ai l'impression. Lorcana, Star Wars, Les TCG récents Altered. qui sortent savent qu'ils sortent dans One une ère Piece. multi-TCG et savent qu'ils sont consommés non plus comme Ouais. TCG principal, mais comme... Mais ils se battent contre les autres, quoi. Exactement. Et ils savent surtout que les joueurs qui jouent à leur TCG jouent aussi à d'autres TCG. Mm. Et donc plutôt que les joueurs se disent comme moi, ça a été le cas pour Yu-Gi-Oh! En mode, ok, j'abandonne Yu-Gi-Oh! Parce que je veux consommer tous les autres et je ne décide pas de jouer qu'à Yu-Gi-Oh! Ouais. Et bien dans ce cas-là, vu qu'ils ne veulent pas que, par exemple pour Star Wars, Star Wars me demande trop de temps, j'arrête Star Wars pour pouvoir consommer tous les autres. Non, ils veulent tous avoir cette dynamique d'être jouable en tant que TCG annexe, en tant que side TCG. Et c'est important pour les TCG émergents. Tu le vois un peu avec leur roadmap, d'ailleurs, leur calendrier d'événements, qu'il y a des trous. Mais je pense que c'est parce que, justement, si jamais tu mets des événements tout le temps, tu dis, tu veux jouer à mon jeu ou tu veux jouer à un autre. Alors que là, quand tu as un calendrier comme l'Orcana, c'est genre, écoute, moi, il y a la sortie, si tu veux faire des AP, il y a le championnat de 7, c'est le point culminant des petits tournois, et tu as les gros tournois, tu en as 4 par an par continent. Ouais. Du coup, si tu peux les faire, tu les fais, si tu peux pas... C'est la différence entre les TCG qui veulent être side les TCG TCG, quoi. principaux et Ouais. les side TCG. Tous les TCG émergents sont des side TCG et c'est l'erreur du coup qu'ils ne commettent pas d'après moi, qui a Ouais. été commise dans les années 90, c'est que tous les TCG qui ont voulu surfer sur Magic ont voulu être des Magic killers. Et ils n'ont pas Quand compris tu veux marcher qu'ils sur les avaient- plates-bandes, ouais. Ils avaient plus à gagner. C'est un peu cette phrase, je crois, de Machiavel, si tu peux pas tuer ton ennemi, fais-en un ami. Mhm. Eh bien, en fait, tous ceux qui ont essayé de tuer Magic ont échoué. Ils auraient mieux fait d'essayer de vivre avec lui. Ouais. Et j'ai l'impression que les Faire des collabs. TCG émergents, peut-être pas faire des collabs, j'ai l'impression que les TCG émergents, ils savent qu'ils tueront pas Pokémon, Ah, Yu-Gi-Oh! oui. et Magic, Trop en place. mais ils veulent plutôt s'insérer dans tiens, t'as un peu de temps pour regarder ce qui se passe à côté, renouveler tes envies de jeu, prendre un peu de plaisir annexe, je suis là, Ah ouais. tu vois. Ah, c'est clair. Mais ils font bien, de toute façon. Je l'ai surtout senti avec Altered, mais en vrai, l'Orcana, c'est déjà le cas. Et Star Wars, je connais un peu moins, mais je le vois aussi. Tu sens que c'est... Altered, c'est vraiment, pour moi, le parfait jeu à côté. Ouais. Je parle pas du jeu en lui-même, mais juste comment il est fait, comment tu le consommes et tout. C'est vraiment topissimo, quoi. Et tu le vois, les TCG qui veulent écraser les autres et être consommés en solitaire, les Magic, les Yu-Gi-Oh, les Pokémon, qui sont le Big Three historiquement, qui eux ont su s'imposer comme TCG solo. T'as une extension tous les mois, t'as des sorties de produits tout le temps. T'as beaucoup de produits, ils un veulent vraiment calendrier, que ils s'en foutent. Ils veulent absolument que tu ne restes focus que sur eux. Tous les TCG émergents, c'est
3 sets par an, 4 sets pour les plus gourmands. Ouais. Donc espacé de 3 ou 4 mois chacun de tes sets, pas trop de produits annexes, un calendrier d'événements qui est assez lax. Et d'après moi, ils ont compris. Ouais. Il n'y a que One Piece, je crois, qui est un petit peu plus fréquent sur la parution. Je crois qu'ils sont à 3 ou 4 sets par an, pas plus. Par contre, tu as beaucoup de produits Oui, il y a des produits dérivés collectionnables qui sortent en plus. Il y a 6 produits à peu près par an. Ouais. C'est ça. Petit segment sur les jeux qui communiquent. Alors, les jeux qui parlent, et non, les jeux qui vous permettent de communiquer vos skills, votre expérience d'un jeu à l'autre. J'ai pas tous les exemples parce que justement je ne suis pas expert dans tous les TCG suffisamment, mais il y a des jeux typiquement comme Magic vers l'Orcana où c'est très simple de transférer ce que vous avez appris parce que les règles sont très proches, les façons de calculer, les façons de penser le board sont très proches, donc ça vous permet naturellement d'ajouter un TCG à votre arc parce qu'il ressemble à celui que vous avez déjà. Dragon Ball vers One Piece, ou One Piece vers Dragon Ball, pareil, dans les deux sens ça marche. D'ailleurs, vaut mieux faire l'Orcana vers Magic, si jamais vous jouez pas ni à l'un ni à l'autre, plutôt que Magic vers l'Orcana. Comme ça, vous commencez doucement et vous ajoutez les éphémères après. À l'inverse, il y a des jeux, alors je reprends encore une fois eux, c'est pas que je les aime pas du tout, c'est qu'ils sont de bons exemples. Non, mais complètement. Comme Flesh and Blob et Yugi, qui ne ressemblent à rien. Alors, à rien en TCG, hein. Sinon ils ressemblent à quelque chose, hein, rassurez-vous. Ils n'ont pas de filiation directe avec Magic, là où la plupart des TCG émergents, l'Orcana, Star Wars, One Piece, les cartes Game Bandai, reprennent quand même les mécaniques qui ont été imposées en 1993 par Magic. T'as des bases, ouais. Et encore que les cartes Game Bandai, ils sont quand même un petit peu... Ils prennent un petit peu de tout ce qu'il y a à manger dans les TCG, mais il y a quand même une filiation directe avec Magic où tu joues tes ressources, t'engages tes ressources, t'as un coup de mana, tu joues une carte sur le champ de bataille et t'attaques. Là où Flesh and Blood et Yu-Gi-Oh n'ont aucune filiation avec Magic, ce qui pour moi est une force quand tu veux renouveler ton intérêt pour un nouveau TCG. Ça les différencie et ça te permet d'avoir des plaisirs de jeu qui sont très différents, mais du coup inversement tu ne transfères quasiment aucun skill. Exactement. Donc bon jeu Flesh and Blood et Yu-Gi, attention, ne me faites pas dire le contraire, mais ça te demande des mécaniques particulières. Avec de l'avance même quand tu es multi-TCG. Exactement. Donc je vous dis pas ne jouez pas ni à l'un ni à l'autre, mais ça va dans le sens de vous voulez jouer à plusieurs jeux. C'est vrai que commencez peut-être par d'autres jeux et après, une fois que vous avez un peu plus de background, vous dites bon, Flesh and Blood, Yugi, ça a quand même l'air stylé. Pourquoi pas y goûter un petit peu, quoi. Pour finir sur ce segment, deux petites pensées. On joue rarement à beaucoup de TCG en même temps. C'est dur, même en fait, vous n'avez pas le temps. Quand vous faites une partie d'un jeu, vous pouvez pas faire une partie d'un autre. Mais on peut enchaîner facilement des périodes sur plusieurs TCG. Et c'est ce que je vous recommanderais du coup, notamment pour débuter. Parce que c'est vrai que même nous, c'est un peu notre métier et on n'a pas le temps de jouer autant qu'on souhaiterait. Non. Du coup, quand votre métier c'est pas du tout la carte, je me doute que c'est vraiment très compliqué si vous voulez jouer à plusieurs. Mais vous pouvez jouer en ce moment à l'Orcana, mettez un peu de côté, vous faites un peu de Magic, mettez du côté, hop, One Piece, tiens j'ai un copain qui joue, je vais voir un peu, c'est sympa, je fais 2-3 tournois, hop, je reprends l'Orcana, le set vient de sortir. Et vous aurez l'impression d'être quelqu'un qui joue à un seul TCG à la fois, mais en fait non. Parce que sur le fil de l'année, vous avez joué à plusieurs TCG différents, vous y revenez, vous prenez un peu ce qui vous plaît. Il y a une extension qui sort sur Magic, elle vous plaît pas, ça vous parle pas, Bloomborough, vous jouez pas, c'est pas grave, vous la skippez, vous reviendrez plus tard. Et ça te permet de pas rager sur ton jeu en fait. L'extension ne plaît pas, ok, plutôt que d'être déçu, ce qui est arrivé quand t'avais qu'un seul TCG, tu vas juste t'aérer sur l'Orcana ou One Piece par exemple. Exact. Et pour finir ça, peut-être le plus important, pour savoir vers quel TCG opter, renseignez-vous dans vos boutiques et associations locales pour savoir ce qu'il y a comme commu de joueurs. Ouais. Ça sert à rien de vous dire je vais jouer à l'Orcana si à 50 bornes dans la ronde il n'y a pas un Lorcaniste, il n'y a pas un Lorcanitos. Ouais. Ça sert à rien de alors vous y mettre. Il y a plein de budistes, tu prendras du plaisir parce que finalement le TCG c'est quoi ? C'est des rencontres humaines, du lien social. Et même si tu apprécies moins Yu-Gi-Oh que l'Orcana, tu préféreras jouer à Yu-Gi-Oh que ne pas jouer à l'Orcana. Exactement. Donc c'est vrai que ça c'est un truc qu'on ne dit pas assez. Renseignez-vous sur quelle communauté il y a autour de vous. Ou essayez de créer des communes. Parce que vous pouvez aussi vous dire, il y a personne qui joue à l'Orcana, je monte l'assaut, les Lorcanistes du Gard, et vous montez votre assaut dans le Gard. Débuter un TCG et monter l'assaut, faut être chaud. Tu peux être motivé, parce qu'en vrai, il y a quand même pas mal de ressources pour apprendre online et tout. Tu peux, c'est vrai. Et après, quand t'es chaud, tu dis, je vais essayer de faire ça. Surtout l'Orcana, tu peux ramener beaucoup de gens. Oui. L'Orcana n'est pas trop sujet à ça, il y a des communautés partout. Oui, ça va. Et par exemple, Flesh and Blood, qui est un jeu génial, il se peut qu'il n'y ait pas de communauté autour de chez vous, et donc c'est peut-être pas le meilleur jeu par lequel commencer, quoi. Tout à fait. Maintenant qu'on a parlé de comment s'y mettre, une fois que vous êtes dedans, quelles sont les cartes les plus chères ? Comment on fait pour acheter les cartes les plus chères du monde ? On en avait pas parlé dans des podcasts précédents, mais ça fait longtemps que j'ai le sujet en tête et que je savais que je voulais amener ce sujet-là, en tout cas faire une chronique sur les cartes les plus chères du TCG. Trop d'actu, fils. Il y avait trop à chaque fois, il y a tellement d'actu. Multi-TCG, tu connais forcément, il y a plein de TCG. Chaque, c'est rempli. Et donc il y a toujours plein d'actu. Mais voilà, là c'est l'occasion de pouvoir vous faire un petit récapitulatif des cartes les plus
chères de l'histoire du TCG. J'ai mis de côté toutes les cartes de sport. Parce que si on part sur des Mickey Mantle, des Horace Wagner, des Patrick Mahomes ou alors des LeBron James, oui, on a plein de cartes dans la carte de sport qui valent plusieurs millions. Ouais. Ça s'est monté jusqu'à 20 millions même pour des cartes de joueurs de baseball qui étaient distribuées dans des paquets de clopes. Ouais, mais ça, c'est un mélange des cartes des fois des années 1800, fin des années 1800. Donc forcément, la Wagner, c'est 1911, je crois, un truc comme ça. C'est début 1900. Ok, parce que je sais Mickey que Mantle, c'est dans les années 50-60. il me semble qu'il y a des cartes de 1892. Ça peut être, moi je te parle sur les tops, celles que j'ai trouvées quand j'ai fait mes recherches. D'accord. C'était des cartes, il y a 1911 pour la Wagner, Mickey Mantle qui sont les plus connus, Ouais. sont des années 50, mais très récemment, Patrick Mahomes, c'est un quarterback qui est encore en activité. Pareil, certaines de ces cartes dans les collections tops numérotées en 1 sur 1 se sont vendues à plusieurs millions d'euros. Pareil pour la LeBron James, triple logo. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est soit les cartes très vieilles, c'est naturellement cher parce que recherché soit les cartes et tout. numérotées des et les cartes très limitées, c'est une rareté qu'ils ont choisi de faire, genre il y en a qu'une, comme on le verra avec une carte du top du côté d'une carte de jeu. C'est ça. Ils ont décidé d'en faire une, donc ça vaut cher. Exactement. Donc voilà, j'ai omis, pour ceux qui disent « Ah, mais t'as pas parlé de cette carte de sport qui vaut des millions », le top 10 ne serait que des cartes de sport, quasiment. Ouais. Donc du coup, ça n'avait pas d'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de TCG, de cartes à jouer et à collectionner. Ça exclut aussi vous savez, les cartes tops Marvel. Pareil, il y a des cartes 1 sur 1 de Spider-Man qui, je me suis pas renseigné, mais qui doivent peut-être valoir leur pesant de cacahuètes. J'ai pas l'info. On parlera de TCG. En 10e position, on a la Pikachu Trophy Bronze de 1997. C'est le premier tournoi organisé par Pokémon qui est sorti en 96, donc un an plus tard, et qui récompensait les gagnants de ce tournoi-là avec des cartes promotionnelles. Et donc on a cette Pikachu Trainer qui est magnifique, qui est très recherchée évidemment, en PSA 8 ici. Donc ça récompense les premiers tournois de Pokémon TCG au Japon. Elle a été vendue pour 300 000 $ en 2023. J'essaye à chaque fois d'avoir l'origine, la vente et la date à laquelle elle a été vendue, et ainsi que sa date de parution. Et c'est une carte historique avec moins de 100 exemplaires imprimés. Donc on comprend c'est pas beaucoup. La valeur de 300 000 $, évidemment. En 9e position, ça va te plaire, on a le Tortank Commissioned Presentation Galaxy Star Holo, qui lui a été imprimé en 1998. C'est une carte qui a été utilisée pour présenter le jeu Pokémon au magasin par Wizards of the Coast. Il faut savoir que Pokémon, quand ils ont décidé d'éditer un jeu de cartes à jouer et à collectionner, ils se sont tournés vers ceux qui savaient déjà faire ça depuis 1993, c'est-à-dire Wizards of the Coast. Et donc les premiers sets de Pokémon ont été produits, non pas par Pokémon Company comme actuellement, mais par Wizards of the Coast, l'éditeur de Magic. On appelle ça le bloc Wizard. Ouais, c'est ça, c'est le bloc Wizard. Et donc, du coup, pour présenter au magasin ce nouveau jeu qui allait arriver, ils faisaient ce qu'on appelle des stamp cards ou alors des cartes, des samples, quoi. Ouais. Qui ressemblent notamment à la carte que vous voyez là. C'est une carte qui est gradée par CGC 8,5 et qui a été vendue en 2021 pour la modique somme de 360 000 $. C'est quand même un beau Tortank, hein. Franchement, lui, il fait plaisir. C'est considéré comme l'une des cartes Pokémon les plus rares parce que pour le coup, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres exemplaires dans le monde. C'est une artist proof avant l'heure. C'est un peu une artist proof, effectivement, il n'y a pas de dos. Hein. L'idée, c'était juste de montrer, regarde là, il y a un coup de mana pour faire l'attaque, il y a des PV. C'était un peu pour dire aux boutiques, est-ce que vous allez distribuer notre jeu, quoi. Ok, ouais. Spoiler, bien distribuer le jeu. Et il fut distribué. Et ils le distribuèrent. Et il fut, exactement. En 8e position, on a le Dracofeu Holo Shadowless du set de base, première édition. Putain, ouais. Shadowless. Il est bas dans la liste. Hein. Il est bas dans la liste, mais en même temps c'est normal parce qu'il n'est pas si rare que ça. C'est surtout l'engouement et la bulle spéculative autour de Pokémon pendant la période du Covid qui a fait grimper les prix à ce niveau-là, mais il y en a quand même relativement beaucoup, des Charizard Shadowless. Shadowless, c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas le petit ombrage que vous avez initialement sur les cartes Dracofeu. C'est seulement présent, c'est un défaut d'impression qui est présent seulement sur les premières éditions américaines. Il n'y a pas de Shadowless en français. Donc si on vous parle d'une carte américaine, set de base première édition, elle est forcément Shadowless en fait. C'est pour ça. Là, on parle d'un item qui est PSA 10, donc gradé 10 sur 10, vendu pour 420 000 $ en 2022, donc après la hype initiée notamment par Logan Paul. Et c'est donc du coup une version sans ombrage. Mais globalement, tu vois, un Shadowless Dracofeu, on en a vu un dans la collection d'Aveline. Il était juste pas PSA 10. Ouais. Tu vois. Et je veux dire, c'est trouvable. C'est pas extrêmement rare. Là, c'est vraiment un phénomène. Oui, c'est le fait d'être parfait, plus la hype.
C'est le fait d'être parfait plus la hype, mais ça ne vaut pas ce prix-là normalement. Même si ça vaut quand même beaucoup d'argent, attention. Ici ensuite en 7e position, il y a beaucoup de Pokémon, mais vous inquiétez pas, il y a aussi d'autres TCG qui arrivent. On a la Pikachu Trophy Silver, donc là c'est la même chose qu'on a présenté en 10e position, mais la version 2e, mais pas du tournoi de 97, du tournoi de 98 cette fois-ci. Donc c'est pas le premier tournoi, c'est le second tournoi, mais ça ne récompense pas le 3e joueur, mais bien le 2e joueur ici. Donc elle est PSA 10 et non pas PSA 8, ce qui augmente forcément sa valeur. Et oui. Elle a été vendue en 2023 sur le site de Goldin Auction, qui a fait notamment la série Collector Goldin. Sur Netflix, ouais. 444 000 $. C'est pour ça aussi que c'est important, il faut comprendre dans ce top que ce sont des ventes vérifiées. Parce que des fois, de la main à la main, il y a des ventes qui ont été peut-être beaucoup plus chères. Je sais que notamment dans le game de la collection Pokémon, il y a beaucoup de réseautage, de gens qui se connaissent, et de ventes et de transactions non vérifiables qui peuvent potentiellement prétendre à ce top-là. Moi, je vous parle de choses qui ont été vérifiées, quoi. Ouais. Donc 440 000 $ pour ce petit Pikachu qui n'existe qu'à 14 exemplaires c'est pas beaucoup, en PSA 10. C'est une bonne carte au moins? J'en ai aucune idée. Ça fait un truc bien, c'est fort dans le jeu? Je pense que c'est de la merde. Mais généralement, tu vois, ces cartes-là, elles sont gradées, mais généralement, elles sont dans un espèce de bloc de verre. En fait, c'est un trophée à la base. D'accord. Elles sont dans un bloc de verre en trophée, et il faut ouvrir le bloc de verre pour récupérer la carte et la faire grader. Donc, c'est pas du tout destiné à être joué. C'était vraiment genre, les gars, ils avaient le trophée, quoi, à la base. Et à l'intérieur du trophée, t'as la carte. Ah, c'est trop bien. Ça me régale. En 6e position, le Dracofeu Topsun Blue Back de 1995, avant même que le TCG Pokémon existe, qui est sorti en 96 au Japon. C'est une carte promotionnelle trouvée dans les boîtes de chewing-gum fabriquées par Topsun. Cet exemplaire était évidemment PSA 10 et en 2023, il a été vendu pour 493 230 $. J'imagine aussi que c'est une enchère au vu du prix pas du tout fixe. Et il a proposé 493 000, il a dit 493 230. Allez, 230. Allez. C'est une des toutes premières cartes Pokémon antérieures à l'édition de Wizard of the Coast, bien évidemment. La carte n'est pas brillante et pas spécialement belle, mais par contre, c'est l'illustration originale de Dracofeu faite par Ken Sugimori pour les jeux vidéo, et donc du coup, elle est très belle. Stylé. 5e position, un peu de Magic. Le Black Lotus Alpha, édité en 1993. Lui aussi, il est PSA 10. De mémoire, l'exemplaire qui s'est vendu en 2021 était aussi signé par l'auteur. Oui. Il s'est vendu pour 540 000 $. Et il est PSA 10, donc c'est quand même assez impressionnant. Alors, il y a plusieurs Black Lotus Alpha PSA 10 qui existent, plusieurs qui sont signés. Forcément, c'est arrivé en 2021, juste après la bulle spéculative, à la fois de la reserved list et à la fois de Pokémon. Donc pareil, c'est quand même... Il y a les deux, quoi. C'est quand même un peu survendu. Ça ne vaut pas ce prix-là, normalement. Ouais. Mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui ont ce genre d'item dans leur collection. Pas mal à la hauteur de cette carte-là. Peut-être 5 ou 10, j'en sais rien. Je suis pas sûr que si chacun décide de le vendre, ça réatteigne ce genre de prix-là. Moi, je suis pas persuadé. Il y a parfois des ventes qui sont faites dans certains timings, quoi. Tout à fait. Et là, on a un petit gap dans la value. Là, on arrive dans The One Ring, vendu en 2023, carte unique tirée de l'extension Lord of the Ring en collaboration avec Magic, qui est revenu PSA 9, le pauvre, il n'a même pas la note maximale, PSA 10. Tu peux pas essayer d'avoir un exemplaire PSA 10 parce qu'il est unique au monde. Il est neuf, c'est tout. Il n'y en a qu'un seul. Celui-ci a été tiré par un joueur. On se demandait si ça allait être une grosse boutique, qui allait ouvrir plein de stocks, si ça allait finir entre guillemets dans les mains de... Tu vois, ça aurait été moins sympa que ça finisse dans les mains d'une énorme boutique, énorme boutique plutôt que d'un passionné. Et ça a effectivement été tiré par un passionné, un simple gars random au Canada, je crois, qui a ouvert son petit booster LOTR collector, qui a eu la chance de trouver cette carte-là et qui l'a revendue à Post Malone, le collectionneur. Donc, qui est chanteur à la base et qui est fan de collection TCG. Belle petite histoire. Pour la modique somme de 2,6 millions de $, ce qui est plutôt pas mal, mais qui, d'après moi, au vu de l'unicité de la carte, me paraît pas non plus déconnant, quoi. Non, c'est clair. En plus, ça reprend une collab avec laquelle ils ne referont plus normalement de cartes. Magic, c'est assez exceptionnel. C'est l'anneau unique. Je veux dire, c'est fou, quoi. On parle de prix qui sont dans tous les cas de l'ordre du fantasme et totalement débiles et délirants. On rapporte ça au fait que c'est du carton et ça n'a aucun sens. Maintenant qu'on a fait le disclaimer, je parle des prix de manière comparative avec ce top-là.
Je trouve que du fait que la carte soit unique, là où certaines cartes Pokémon sont présentes en 200 exemplaires et valent 340 000 dollars, je trouve que cet anneau unique-là, finalement, est à minima au bon prix, voire je suis même à peu près sûr que si Post Malone le met en vente, il le vendra plus cher. Je pense aussi, ouais. Ouais, ça m'a l'air correct. Chose qu'il ne fera jamais, il le conservera jusqu'à être consumé totalement par la carte, comme Gollum. Je pense, hein. Je lui souhaite pas. C'est comme ça que ça va finir. Troisième place, le Black Lotus Alpha de 1993, lui encore, cette fois-ci, qui a été gradé par CGC en Pristine 10. Alors, Pristine, c'est encore mieux que Mint, ça veut dire que la carte est immaculée, qu'elle n'aurait aucun défaut, même Parfaite. un défaut d'impression. La carte est parfaite, vendue pour 3 millions de dollars en avril 2024, donc très récemment. Pas mal. Ouais, pas mal, ouais. Par un collectionneur qui souhaite rester anonyme, donc on ne sait pas qui a acquéri cette carte-là. C'est moi. C'est la première carte Magic à atteindre ce prix record. Putain. C'est probablement la dernière, je pense. Oh, Parce que là, c'est on dur est- à battre, là. Hein. 3 millions, c'est énorme. Ouais. Mais ça a donné notamment beaucoup de visibilité à CGC, qui avait rework entre guillemets son étiquette, mise en place du Black Label, et qui du coup c'est un peu tombé dans le même timing. Oh bah il y a un Black Lotus Black Label CGC qui s'est vendu 3 millions de dollars. De là à penser que tout ça c'est un peu organisé, arrangé. Ah, il n'y a qu'un pas. Vous pensez ce que vous voulez. Alors, deuxième position dans ce top, et là ça me chagrine un peu, parce que toutes les cartes dont je vous ai parlé dans le top précédemment sont des cartes dont on a pu vérifier entre guillemets la transaction, et donc c'est un fait établi qu'elles se sont vendues à ce prix-là. Je voulais ne proposer dans ce top que des cartes dont le prix a été sourcé, et pas forcément rajouter des rumeurs ou des légendes urbaines. La carte de ce top en deuxième position, c'est une potentielle vente, je ne peux pas le confirmer, c'est d'après les Pas encore recherches sûr. que j'ai trouvées, j'ai beaucoup fouillé internet pour vous faire ce top parce que j'ai trouvé des tops qui étaient à chaque fois pas à jour, Ouais. donc il a fallu que je regroupe plein de tops pour ensuite ordonner les différents classements. Et très récemment, il y a un reel qui est sorti sur la chaîne pour les fans de One Piece du doc qui s'appelle One Piece Passion ou Passion One Piece je crois, Mhm. et qui établit qu'il y aurait eu une vente d'une carte One Piece qui est une récompense de championnat du monde Une flagship. c'est même pas une flagship, c'est vraiment la récompense Ok. de championnats mondiaux qui se serait vendue pour 3,5 millions de dollars. Si c'est confirmé, ça serait la carte la plus chère jamais vendue pour un jeu non Pokémon, mais surtout la carte la plus chère en tant que gain de tournoi. Ouais. Et à mon avis, ça risque d'être peu dépassé. Et surtout, ça C'est serait ouf. une carte à ce prix-là pour un TCG qui, je le rappelle, n'a que 2 ou 3 ans. Ce qui est complètement délirant. À la licence, hein. En continuant à fouiller un petit peu, parce que forcément, j'arrive pas à sourcer, il n'y a pas de Ouais. vente. Enregistré. Il n'y a pas Goldin Auction qui a établi la vente, il n'y a pas Ouais, eBay. Ça a l'air d'être une vente de la main à la main. Et je me suis un peu renseigné, ce que j'ai trouvé dans les commentaires, notamment des gens qui commentent sur le post de One Piece Passion. Mhm. Ça aurait été une vente qui aurait été faite en Malaisie. Ok. Donc j'imagine de la main à la main entre deux collectionneurs sans passer par deux plateformes. Ouais. Donc voilà, à prendre avec des pincettes cette deuxième position pour One Piece Card Game. C'est pas autant Ouais, sourcé c'est que quoi les autres. pour l'histoire? Pour l'histoire, c'est bien. Ça permettait de faire rentrer aussi un TCG autre que Magic et Pokémon qui vraiment Eh oui. trust le haut du classement. Et enfin, le top du top dans une vente de TCG, le Pikachu Illustrator de 1998, qui n'existe qu'en 40 exemplaires, qui récompensait un concours de dessin, littéralement, distribué aux gagnants d'un concours d'illustration organisé par le magazine japonais Korokoro Comic. Ici, on a un exemplaire PSA 10 qui a été vendu pour 5,275 millions de dollars en juillet 2021. C'est Logan Paul, l'influenceur américain, qui se l'est Encore lui. offert. Encore une fois, je pense que cette carte-là ne vaut pas ce prix-là. Il y a plusieurs Pikachu Illustrator qui Ouais. existent. Je ne sais pas combien il y en a en PSA 10, mais globalement, si tu voulais un Pikachu Illustrator pas gradé, c'était plutôt dans les alentours des 100 000 dollars. Ce qui est énorme, mais ce qui est très très loin de 5,275 millions. Ouais. Je pense que Logan Paul, au-delà de s'offrir une carte, s'est offert une partie de l'histoire des cartes les plus chères du TCG. Ouais. Je pense que ça lui allait très bien de payer pour être D'être le l'acheteur, recordman. d'être le Ouais. recordman et d'être au top du classement. D'ailleurs, avec les cartes de sport, c'est quand même elle la plus chère? Non, du tout. Les cartes de sport, ça va plus que 5 Ouais, millions. ouais, il y a des cartes qui sont vendues à 22 millions. Et une Mickey Mantle PSA 10
que tu peux voir notamment dans la saison 2 de Goldin Auction, Ouais. ne sont pas en vente, mais si on théorisait sur une potentielle vente, d'ailleurs justement Goldin va voir des potentiels vendeurs pour les supplier de mettre en vente leurs cartes chez Goldin, pour que lui puisse justement profiter de la plus-value et de la mise en avant d'une telle carte, mais il spécule sur des sommes à 10 millions, quoi, facile. Ah ouais, d'accord. Donc, Ouais, donc petit bras, quoi. la carte de sport est Une beaucoup plus commune élevée que le TCG. Mais du coup, voilà, est-ce que ce Pikachu Illustrator vaut vraiment 5 millions? Finalement, est-ce qu'une carte peut valoir vraiment des millions? Ça, c'est encore un autre débat, mais je pense qu'il s'est surtout offert le top du classement. Ouais. Après, il aurait pu la payer 4 millions, quoi. Il avait déjà le top, hein. C'est vrai. Il a payé un petit million de trop. Je pense que quand c'est C'est faire Logan laquer. Paul qui vient te voir et qui te demande de vendre ton Pikachu Illustrator, tu mets le prix que tu veux. T'envoies un prix, quoi. T'envoies un prix T'envoies délirant. un vrai prix. Et ouais. Je crois d'ailleurs que le Dracofeu Shadowless à 420 000 $, c'est aussi lui qui l'a acquéri. Oui. Donc il est plutôt du genre à faire flamber les prix et à payer très cher. Écoute, ça régale celui qui avait la carte. Ça crée un peu l'histoire. Et Logan Paul est au top du classement. GG, hein. Bien joué. Il a d'ailleurs fait un joli collet en diamant. Bah, là où il y avait son Dracofeu. Il s'est mis bien. Oui, c'est vrai qu'il a remplacé son Dracofeu. C'est de la merde maintenant pour lui. Ouais. Oh, c'est de la merde, ça j'en ai plein. Dracofeu. Donc non, ouais, des Pikachu Illustrator, il y a même des collectionneurs français qui en ont finalement. Ils seront peut-être pas PSA 10, mais 5 millions, c'est quand même... Et en avoir déjà, il y en a que 40. Hein. Donc en avoir un, c'est bien. C'est déjà insane. C'est assez stylé. Voilà pour ce top des cartes les plus chères de l'histoire du TCG. Top qui, évidemment, à l'avenir, va être voué à bouger. Pas dans des grandes lignes, à mon avis. Ça va mettre plusieurs années. Ouais, c'est les lignes du bas qui vont bouger. Hein. Parce que les lignes du bas, la ligne la plus basse, on est à 300 000 $. Ouais, ouais. Donc, est-ce que One Piece peut atteindre ces prix-là en dehors de la carte que je vous ai citée? Est-ce que Lorcana peut atteindre ces prix-là? J'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir comment. Ouais. Peut-être dans 20 ans. Ouais, c'est sûr. Avec le temps, oui. Mais pas de suite, quoi. Autre segment de ce petit podcast, c'est les petits boosters. J'ai trouvé ça. J'en parlais à Val avant le podcast. Je cherchais en fait à vous faire un petit dossier Duel Master. J'ai envie de vous en parler parce que j'ai adoré ça quand c'était en France à l'époque, mais ça n'a pas duré longtemps. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de ressources perdues pour la France et beaucoup de ressources en japonais pour le jeu actuel au Japon. Donc, c'est vraiment pas facile de vous faire un dossier. J'avais pas envie de vous faire un truc à moitié. Donc, je vous le préparerai, je vous le ferai une autre fois sur un petit podcast hors série. Peut-être le podcast d'été hors série. Pourquoi pas? On ne sait pas. Et là, en cherchant du coup des petits boosters, je suis retombé sur un site que je connais. Je leur place un petit big up, c'est pas un placement de produit, juste que je trouve la propale cool. Le site de Tactic Games, sur lequel vous pourrez trouver plein de boosters divers et variés. Ils sont très sympas et présents dans toutes les conventions. Et à chacune des conventions, ils ont leur étalage plein de boosters. J'avais un peu discuté avec eux au Gala TCG, ils sont adorables. Ouais, et il me semble d'ailleurs qu'ils exposent plus que ce qu'il y a sur le site. En tout cas, j'ai l'impression. Que j'avais vu à l'époque des trucs qui n'avaient pas sur le site. Sélection en exposant. Ouais. Et du coup, je me suis amusé à chercher un petit peu. Alors, j'ai trouvé des cartes pour chacun à vous illustrer, ce qui est pas facile à faire. Mais j'ai pas trouvé forcément beaucoup d'informations sur ces collections. Mais je me suis dit que juste savoir que ces boosters et ces collections de TCG existaient, ou de CCG pour la plupart, c'était marrant. On commence. Je vais voir parce que je pense en connaître beaucoup. Mais voir justement ceux que je ne connais pas. On commence en 99 avec les boosters Donkey Kong. Ouais, ça je les connais, c'est Bandai qui a édité ça, les Cardass. Eh ben, il y avait ceux-là au Japon, c'est ça que je vous affiche vous. Donc ça c'est les versions japonaises, mais on a eu 2 séries qui ont été traduites en France. Exactement. Et celle-ci c'est Cardass. Et je me demandais justement, est-ce qu'il connaît les Cardass Donkey Kong? Je connais c'est quand même de niche. Les Cardass Donkey Kong et j'aimerais beaucoup récupérer ce booster. Il y a 2 boosters, le booster Donkey Kong vert que tu montres et la série 2 c'est Diddy Kong sur un fond bleu pétant. Et ça coûte pas encore trop cher, donc je vais me pencher là-dessus. Ça en même temps, pas trop recherché Donkey Kong, faut un appétit particulier. Et tu sais ce que c'est la spécificité de ces cartes? Non. C'est qu'il y a des tips et astuces et des secrets sur le jeu de Donkey Kong Country. Si. Donc c'est extrêmement ludique, encore une fois, Bandai qui sont très forts. Très très forts, ouais. Je crois que c'était une particularité de skin. Ah non, du tout. Ensuite, on part en 96. Je sais pas si je vous l'ai fait chronologiquement ou pas. Non, c'était random. Ouais. On part en 96 avec des cartes à collectionner. Alors là, c'est vraiment juste à collectionner. Baywatch. Est-ce que tu sais ce qu'est Baywatch? Non, du tout. Pas pour moi, c'est un film américain avec Zac Efron et The Rock. Alors oui. Et en fait, ça reprend une série des années 90. D'accord, ok. Et la série, c'est Alerte à Malibu. Ah oui, je sais ce que c'est, je suis con. Exactement, ça s'appelle Baywatch. Ça, c'est cette gueule-là. Très esthétique, le booster. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Et je connaissais pas. Mais si tu m'aurais dit, est-ce qu'il y a eu des cartes Alerte à Malibu, j'aurais dit bah oui, évidemment. Ben oui.
Et c'est ouf, quoi. Donc les gens, ils ouvraient ça, quoi. Ouais. Ils collectionnaient, Ça me fait c'est penser aux incroyable. cartes Power Rangers. Tout à fait. Il y a eu des cartes Power Rangers. Je les ai pas Tu les citées as là, pas mais, mis ok. mais il Elles y en sont a eu. cool. Ouais. C'est En que fait, ça, il y en a j'ai failli eu. en acheter il y a pas longtemps. Il y en a eu pas mal de plein de séries, même assez récemment, entre guillemets, Ouais. notamment avec Panini. Donc c'est pour ça que je les ai pas cité, quoi. Hmm. Alors ça, vraiment, c'est un truc de fou. Je pense que si je te demandais, si j'avais fait un quiz, tu me disais non. Ok. Des cartes Projet Blair Witch Non, je savais pas. de 99, donc suite au film Projet Blair Witch. Ça a cette tête-là à peu près. C'est Ok. genre des Ah, c'est screens, Topps qui a fait ça. screens de films. C'est Topps, En ouais. même temps, Tops font tout. Hein. Topps on a fait énormément. Et en Europe, c'est Panini. Et le deuxième qui a fait beaucoup de cartes aussi, un peu comme ça. Est-ce que tu l'aurais? Non, Tops surtout. Lamine Cards en Europe, D'accord, ok. qu'on a beaucoup fait. Et les Lamine Cards, ce sont des cartes transparentes. Hmm. Le dessin n'est pas Ils ont transparent, fait mais Dragon ouais, Ball il y a c'est- quelques années pour Dragon Ball Super. Exactement. C'est très moche d'ailleurs. Donc ouais, projet Blair Witch, c'est improbable. Franchement, de mener, entre l'idée du projet et de le mener à bout, c'est que vraiment dans les années 90, tu vendais de la carte, quoi. Ah ben, c'est simple. Il y avait un truc qui existait, carte. Carte. Le produit dérivé de base Ouais. de n'importe quel C'était concept la carte. culturel était une carte. C'est fou. Les cartes, toujours en 99, Tomb Raider, un CCG. Donc ça, c'était des cartes jouables. Ok. Et c'est... Parce que là, tu vas dire, oui, Tomb Raider, ça me choque pas plus que ça, mais en fait, Tomb Raider, enfin, ça vient du jeu. Ouais. Donc en fait, c'est des screens du jeu Ah, c'est des screens du jeu. de PS1. Waouh, ça c'est vraiment c'est comme les gens qui collectionnent Gormiti, ils le collectionnent juste parce que c'est dégueulasse. Ouais. Eh ben ça tu peux collectionner ça parce que c'est D'ailleurs, dégueulasse. je l'ai pas mis là, mais j'ai vu qu'il y avait des Gormiti français. Ok, Ce n'est pas qu'un TCG italien. c'est incroyable. Mais Donc, attends, mais... c'est laid, hein. oh le curse de Ah ouais. du booster. Mais j'en veux un. C'est terrible. Ah ouais. Bah, le booster, en vrai, je te trouve gaulerie. Les cartes sont... Et là encore, j'ai pris des pas trop laides. Hein. Ah, attention, Tomb Raider PS1, on a tous joué, c'est incroyable, le saut de l'ange, tout ça, je respecte, hein. Mais en faire des cartes, c'est une dinguerie. C'est dur. Ah ouais. C'est dur de faire ça. Ils ont ça sur Tactic Game là? Ouais. Ah, c'est peut-être épuisé. Ah. Tout ce que je présente, c'est entre 5 et 70-80 euros, je crois, pour les plus Ok, chers. d'accord. Et encore. Peut te faire un kiff quoi. Ça, pareil, je pense que t'aurais pas été sûr de toi si je t'avais demandé. Ouais. Les cartes Elvis, Non. 1992. Moi je t'aurais dit oui, 100%. Mais en fait, surtout pour l'année. Tu dis Elvis, est-ce qu'à l'époque, il faisait des cartes? Mec, ils font des cartes de sport depuis 1900. Ouais, mais est-ce qu'ils font des cartes pour des chanteurs, tu vois, genre à l'époque? T'aurais dit oui, je pense. Eh ben, il y en avait. Il y a eu plusieurs séries. Là, c'est celle de 92 que je vous montre. Ok, pas moche le booster. Ouais, je vous ai pas montré de cartes ou quoi parce que Ouais, c'est des photos d'Elvis. c'est des photos d'Elvis et il y a écrit sur les boosters The Cards of His Life. Les cartes de sa vie. Ils avaient pas. Mais c'est vrai, hein. Ils avaient pas peur des C'est vrai, termes c'est vrai. hein, avant. Ils disaient les choses. hein. Ça, pareil, je te demande, tu me dis non Ok. et tu te trompes. Harley Davidson. Je savais Les pas motos. non plus, ouais. 92. Et j'ai précisé série 2. Ouais. Il y en a eu plusieurs. Oui. Mais... Ça ressemble à ça. Ouais, Des motos. C'est pas laid, hein. Alors, si vous aimez les motos, sans doute ça vous plaît, hein, mais je trouve ça fou de faire des motos en cartes. Alors que le but, c'est de posséder la moto, tu vois. Il y a des gens qui enfin, qui sont fans de l'univers des motos. Et Ouais. ils peuvent pas se payer la moto, donc. Effectivement. Ça, je le mets parce que j'aime beaucoup ça. Alors, pas les cartes, mais les jouets dont c'est issu. Les Bionicle. D'accord, ok. Les Lego, que j'aimerais bien d'ailleurs Ouais, j'adore aussi. en avoir, parce que j'en avais quand j'étais petit. Les cartes sont laides. J'ai rarement vu plus laid. Ouais, les cartes sont très moches. C'est très très moche. Ouais. Mais ça se joue. Oui, bah ouais, c'est pour ça que c'est moche, malheureusement. C'est pour que ce soit des cartes de jeu. T'as repeint les. Ouais. C'est très très laid, et il y a eu plusieurs séries aussi. Ça, c'est improbable. Est-ce que tu connais SimCity? De nom. C'est le premier jeu Sim. le Le premier jeu des Sims. En fait, c'est la version, comment dire, où tu gères pas les habitants, mais D'accord. tu gères la ville. Tu crées la ville, etc. Ça me parle. Tu crées, en fait, c'est un des D'accord. premiers city builders, si je dis pas de bêtises. Ok. Et ben, il y a le CCG, SimCity, qui était apparemment jouable. Pareil, c'est des photos de gars pour représenter le maire. Ok. Un ciel fumant pour dire que on fait du pétrole ici. C'est fou Bah oui, que ça existe. Même, on dirait un peu une forme tarot, le Mais booster. en même temps, je comprends le concept de tu pouvais pas me faire un jeu en mode est-ce que ça existe pas Mm. parce que tout existe et donc comme moi je sais pour baigner un peu dans le truc du Ouais. vintage que tout existe, tout existe. je pense que j'aurais dit oui à T'as tout. dit oui, oui. Non, en fait, c'était dur pour moi de trouver un truc où il n'y a pas eu de TCG. Ben oui, c'est ça, c'est pour ça. Donc C'est du vraiment coup dur. par définition, je sais pas que ça existe. Mais si Et tu me t'aurais dis dit est-ce oui. qu'il y a un TCG sur SimCity, bah ouais, ils ont tellement tout fait. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Celui-là, il est bien épicé. Ouais. Euh,
c'est Spider Riders. C'est un animé adapté de romans. Ouais. Je savais même pas qu'ils avaient fait ça. Où des ados se battent contre des insectes géants à dos d'araignées mécaniques. C'est fait par Lamine Cards, justement. Ah, putain, ça a une DA Yu-Gi-Oh! Un peu. Ouais, et quand tu vois ça, tu dis ouais, c'est un anime animé et tout. Et quand j'ai regardé un peu, parce que j'étais en mode, mais c'est quoi Spider Riders? De voir d'où ça vient et tout, un peu la genèse, j'étais en mode, putain, mais il y a eu des cartes de cet animé dérivé d'un roman. 3 romans, je crois qu'il y a. Voilà. Et c'est vraiment C'est très laid. très Yu-Gi GX. Ouais, le skin, mais en lait. mais en lait. En très très laid. Très laid. Dune. Jeu de cartes Dune. Nice. 1984. Et je trouve l'esthétique des cartes superbe. Ah, c'est bien Vantage. Oh, Paul Atreides. C'est Vantage. C'est vrai que c'est Timothée Chalamet, là. Ah, c'est la même, hein? En vrai, par contre, pour le coup, je sais pas si c'est tiré du film de David Lynch, mais il ressemble beaucoup à l'acteur principal du film de David Lynch. Alors, il y avait... c'est au moment, à peu près quand du... est-ce qu'il est sorti le film? Ça doit être vraiment à la Je même crois que époque. c'est ça. Et le paquet, il y avait un chewing-gum offert. Franchement propre. Comme à l'époque, quoi. J'aime bien. Et des Ça stickers, évidemment. ressemble bien à la DA du film, je trouve. Évidemment, s'il y a eu Elvis, il y a eu Michael Jackson. Oui, bah, bien sûr. Mais qui date aussi de 84. Regarde, le booster, c'est fou, hein. Bon, là, j'ai mis une photo, mais bon, c'est des photos de Les Michael vieux Jackson. booster top, je les ai vus sur les étals de Taki Games, ces espèces de vieux boosters où t'as vraiment. Le booster, c'est la taille de la carte. Ah ouais. T'as l'impression que c'est presque un étui à gaufrette. Ouais, c'est Là. replié autour. Exactement, c'est replié autour. Je trouve ça très esthétique. Tout à fait. Et on finit par, là, je ne vous illustre pas, des boosters Playboy. Ok. Il y en a eu beaucoup. Ouais, beaucoup ça, dans je les années savais. 90. Différents, vous savez pourquoi je l'illustre pas. Encore que, il y avait des jolies cartes Playboy Fais voir, que hein. j'ai vues. Oh bah ça tu peux illustrer si tu mets pas les cartes. Ah, le booster, oui. Ouais, Je ouais. peux pas vous montrer ça Ah dedans. oui, tu peux pas montrer les cartes. Ouais. En vrai, il y a des trucs que j'aurais pu afficher, mais je sais pas si je Il y vais a les beaucoup de trucs retrouver. soft aussi dans Playboy. En fait, il y avait des espèces de trucs artistiques, mais genre vraiment une peinture, pas des gens. Ouais, ok. Genre des dessins avec un logo Playboy, la dorure tout autour. Je trouve que la carte est jolie, mais je sais pas pourquoi Et c'est ça, Playboy. des trucs un peu bizarres comme ça existe surtout beaucoup au Japon actuellement. T'as juste des jeux de cartes à collectionner avec des idoles. Je suis pas allé de ce côté-là, mais j'aurais trouvé beaucoup de Tu jus. peux aller côté japonais, il y a tout autant de dingueries. Ouais. Donc voilà, ça me faisait plaisir de vous partager ça, parce que vraiment, c'est pas ça que je cherchais à la base, Ouais. et ça m'a attrapé. Je savais qu'il y avait plein de trucs qui existaient. Ah, moi j'adore Mais en fait, cet univers-là. de creuser un peu, d'aller chercher les cartes et tout, j'étais en mode, c'est fou quoi. C'est qu'au Japon, tu as C'est des collections de cartes dédiées aux trains. Donc vraiment, tu as tous les trains les plus iconiques du Japon en cartes à collectionner. Et c'est recherché, cher et beaucoup collectionné. Tu as des Cardass dédiés à la compétition de yo-yo. Et donc sur chaque Cardass, avec les effets prisme des cartes Dragon Ball, tu as un gars qui fait un truc de yo-yo, quoi. Putain, c'est fou. Et tu as le nom du gars. C'est genre, c'est pas un dessin animé. C'est Ah ouais. le champion de la discipline du yo-yo de l'époque dans les années 90. C'est incroyable. Ah, il part très Après, fort. yo-yo, c'est vraiment très 90. C'est très 90 et c'est très Japon aussi. Ils sont très très chauds là-dessus. Il y a Toujours aussi, aujourd'hui. Hein. des cartes des clubs de foot japonais. En fait, il y a tout, quoi. Tout a été traduit. C'est vraiment le produit dérivé de base, la carte à collectionner, quoi. Et du coup, t'avais tous les champions genre de yo-yo par catégorie, genre 1A, 3A et Je tout. pense, ouais, avec même les. Je crois que tu sais, t'as l'espèce de truc avec les skills, quoi, du gars. Je te trouverai des visuels, tu l'implémenteras. C'est fou. Tu verras. Et il y a un gars, moi je regarde beaucoup la chaîne de Mister Cardass, qui sont des fans de Cardass. Et un des deux gars, qui s'appelle Juju Cardass, lui, il collectionne ça, mais à fond. Vu que je vois sur Twitter, ouais, souvent. il Juju collectionne Cardass. ça à fond les ballons. Hein. Il est fan de Cardass Yo-Yo aussi. Fan de Cardass tout court. Et donc, du coup, tous les univers qu'a adapté essaie de Cardass, récupérer, ouais. il est C'est à fond là-dedans, quoi. Trop bien. Est-ce que c'est pas l'heure de squeezer un petit peu là? Eh ben, on est parti Squeeze-moi, pour le squeeze-moi. petit quiz, un petit quiz que j'avais envie de te faire depuis pas mal de temps pour troller gentiment la communauté Yu-Gi-Oh! Moi, je vous adore, hein. Évidemment, On adore. c'est pas à charge, Qui aime mais bien c'est châtie vrai bien. que le nom des decks Yu-Gi-Oh! Peut prêter parfois à rigoler. Attention, au même titre que Magic. Moi, quand j'étais jeune, mes amis m'ont souvent dit, alors, tu vas jouer ton elfe de Brimbois? Oui, c'est drôle quand vous n'êtes pas dans cet univers-là. Eh ben, à l'équilibre de ça, quand t'es pas dans l'univers Yu-Gi-Oh! Le nom des cartes ou le nom des decks peut prêter parfois à la rigolade. Donc je vais faire un petit quiz APL, vrai ou faux, est-ce que le nom de deck que je vais citer existe ou pas? Très simple. Il y en a certains que tu connaîtras peut-être. Mm. J'ai pris dans du récent, dans du moins récent, j'ai essayé de faire avec ce que je connaissais notamment. Donc voilà, il y a eu, je crois, une vingtaine de noms. Trop bien. Est-ce que le deck Spiral, il existe? Spirale, Ouais. tout simple. Oh, j'ai oui quand T'aimes même. bien Juji, toi.
Bah, pas par rapport à Junji Ito, je pense, mais il doit y avoir un deck Spiral. Ouais. Effectivement, un deck Spiral. Il me semble que je l'ai entendu, ça doit être récent même. La 2018, c'était la terreur du format, Ah, pas tant que ça. vraiment deck qui a Emergency Ban. Ok. Ouais, Fumax, quoi. C'est l'époque où notre associé Bat a un peu arrêté Yu-Gi-Oh! Ah, alors c'est pour ça que j'en ai entendu parler alors. Je dis, ouais, il y avait Spiral, c'est de la merde, Hmm. il est parti, quoi. Il y a Give Up. Est-ce que le deck 12 Ninja existe? 12 Ninja. Je sais qu'il y a des decks samouraïs qui existent. Non, je pense que le deck 12 Ninja n'existe pas. Il n'existe pas. Bien joué, bien joué. Est-ce que le deck Water Dragon existe? Je pense qu'il y a des Ce serait noms les très vivres, du proches. coup. Voilà. Je pense qu'il y a des decks très proches, mais non, il n'existe pas. Il n'existe pas. Putain, t'es bon. Yes. En fait, je suis un monstre sur Yu-Gi-Oh! Je Est-ce- connais tout. Est-ce que le deck Sprite existe? Mais pour tous les fans de Yu-Gi-Oh! Ils vont voir tous les jeux de mots que j'ai calés. Ok, il y a des petits trèfles là, ça vous régale. Ah ben, tous les trucs que j'invente, j'ai pas mis. Ouais, c'est le deck Bashi Dadou. Le deck blablabla. Mais c'est même pas un nom. J'aurais pu en fait. Je l'ai fait pour un ou deux, mais sinon, non, c'est des jeux de mots avec d'autres. Avec d'autres archétypes. Ouais, Eh ben pas écoute, des jeux de mots. je crois qu'il y a un deck Sprite Dragon qui me parle, donc je dirais oui. Alors oui, ça existe, mais c'est pas Sprite Dragon. Ah, c'est pas Juste- Sprite Dragon. juste Sprite. Ah ok. Est-ce que le deck Fort Army existe? Alors Fort 4. Genre 4, ouais. Ouais. Je pense que oui. Ça n'existe pas. Ah putain. C'était pour faire un jeu de mots avec Tribrigade. Mais j'ai pensé à Tribrigade et je me dis, Ah, il y a 4 bien les armées. Fort Army aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'inspiration asiatique et comme je sais qu'il y a les 3 royaumes, tu vois, je me dis Tribrigade, 3 royaumes, 4 armées. Ils font des refs. Franchement, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, ça aurait pu. Si ça sort l'année prochaine, tu me valides le point. Oui, je te valide le point. Est-ce que Zodiac, ça existe? Ouais, ça existe Zodiac. Ah oui, ça existe. Ouais. Ouais, c'est sûr. assez populaire. C'est trop Yu-Gi-Oh! Zodiac. Est-ce que le deck Bateau Sushi, il existe? Ça me fait plaisir que tu parles de bateau sushi. Ça, tu sais, hein. Ça, je sais que ça existe, oui. Ah oui, tu sais que ça existe parce que tu l'as vu avec Mais moi. dans- j'aurais dit non. Ah De oui, base, tu aurais j'aurais dit dit, oui. ah non, c'est mort. Comment Ils t'as ont inventé pas ça faim. Je quittais la pièce si je n'avais pas l'info. Bateau Sushi. Allez regarder les cartes Bateau Sushi, c'est du grand art. Hein. C'est Terrible. vraiment des porte-avions en sushi. Un délire. C'est vraiment des bateaux avec des sushis dessus. Mais oui. Est-ce que le deck Tempai Dragon, il existe? Putain, on dirait un jeu de mots là que t'as fait, mais je l'ai pas. Ah, tu Non. peux pas tous les avoir. Là, je Moi, vais- c'est surtout pour que ceux qui jouent au Yu-Gi-Oh! Ouais, l'aient, il l'est, tu vois. ouais. Je vais dire que oui, mais peut-être pas. Ouais, ça existe. C'est peut-être même un des meilleurs decks du format actuellement. Ok, d'accord. Donc, très populaire actuellement. Est-ce que Carto Finders, ça existe? Non, ça existe pas. Ah, ça existe pas. Non, on dirait Je suis pas si bon. Hein. Pas si bon. cramé en fait. Eh ouais. Est-ce que le deck Earth Hammer, il existe? Putain, on dirait entre un deck Magic et un deck Flèche, ça. Ouais, je dirais non. C'est vrai qu'à Magic, il y a le deck Hammer. Hein. Ouais, je dirais non. Non, ça existe pas. Bah, t'as raison, ça existe pas. C'était pour faire un jeu de mots avec Sky Striker. Le deck 6 Samouraï, il existe ou pas? Oui, il Oui, existe. il existe. Les 12 Ninja, non. Hein. Toi, le ninja, Du coup, non. non. Mais Ok. il y a 2 fois moins de samouraïs qu'il y a de ninja. Ah bah oui. Forcément, ils sont plus forts. Eh oui. Avec Katana. Est-ce que le deck Shadow Invoke Dogmatica DPE existe? Tu vois, moi, je voulais que des noms comme ça. Oui, Tiens, tu mais... peux me le redire? oui, mais en vrai, si je te fais connaître des noms comme ça, je peux rajouter juste un archétype qui n'existe pas et te trickser, tu vois. Non, mais genre que ce soit vraiment différent, quoi. Le deck Shadow Invoke Dogmatica DPE existe. Je dirais oui, il existe. Ah oui, il existe. Hein. Ah, yes, c'est Dogmatica qui m'a Il m'a existe. fait Hein. dire oui. C'est une dinguerie. Ça, c'est quand un deck prend plusieurs engines Ah ouais, Engine, et tu pardon. les mixes. et qui les splash. Et on a eu beaucoup ça. Moi, quand je jouais à Yu-Gi-Oh! Justement 2021-2022, on avait vraiment des soupes où on prenait tous les engines qui demandaient pas beaucoup d'itérations de l'engine dans le deck pour pouvoir donner plusieurs axes de combat au deck. C'était assez marrant. Est-ce que le deck Burning Abyss, il existe? Ça, pareil, on dirait un jeu de mots, mais ça me parle. Et en même temps, comme ça me parle, c'est peut-être un jeu de mots. Je dirais que... Ah putain, faut pas que je me trompe, là. J'ai fait qu'une erreur pour l'instant. Ouais, t'es plutôt bon pour l'instant. Burning Abyss. Ouais, je dirais que oui, il existe. Ouais, ça existe aussi. Yes. Bien vu. Ça, c'est un deck qui existe depuis Tard l'époque. belle lurette, ouais. Est-ce que le deck Shield Soul, il existe? Non. Non, il n'existe pas? Non. Ah ouais? Et Sword Soul, ça existe? Ouais, plus. Ah ouais? Ok. Bah, bien joué. C'est dommage quand même. En plus, il était close, celui-là. Hein. Bah oui, c'est des clauses. Putain, genre, lame des boucliers, ça existe pas, mais lame des épées, classique, quoi. Bah oui. Putain, je suis deg, moi. Ok. Le deck Yubel Kashira, Eh ben oui, parce qu'on en a parlé dans un podcast. on en a parlé.
Enfin, c'est une partie. Kashtira, tu en as entendu parler parce que c'était l'engine qui était splashé dans le deck du dernier champion YCS. Mais Yubel, je crois pas qu'on en ait parlé. Ok. Spelltrix, ça existe ou pas? Dur à prononcer. Spelltrix. J'ai un souvenir de toi qui m'en parle, mais peut-être que pas du tout. Je dirais que oui, ça existe. Je t'ai parlé de Traptrix, moi, je pense. Ah putain, c'est Traptrix. Putain, t'as été piégeur quand même. Hein. Bah oui. T'as été piégeur. 2. Est-ce que le deck Based, il existe? C'est un acronyme qui veut dire Brave Artifact Soul Enforcer Dragon. Oui. Bah oui. Bah oui. Oui. Je voulais juste le mentionner parce que vraiment, et les Yugistes, vous êtes des tarés. Voilà, vous êtes des Faites tarés. plus court. Bah remarque, ils ont fait plus court, ils ont fait l'acronyme. Il y a eu une période où vraiment, ils ont pris toutes les engines les plus fortes du jeu. Ils ont dit ça rentre pas dans 40 cartes, on va faire un deck à 60 cartes et on va l'appeler Based. Brave Artifact Soul Enforcer Dragon. Il n'y a pas d'engine, il n'y a pas de plan de jeu principal. Il y a tout. On a juste mis tout ce qui était fort, flat, et qui permet d'étendre tes combos à l'infini. Ça a été évidemment banni très rapidement. Ah oui, c'est trop fort. J'allais dire ça va être de la merde, mais... Ça a dominé le jeu pendant... c'est fou. Ça a été légal 1 ou 2 mois, je crois. Problème du jeu, ça, hein, quand tu peux faire ça. Bah ouais, mais du coup, ils ont dégagé ça, banni, quoi. Ouais. Mais bon, le deck based, quoi. 60 cartes based. C'est juste la base. Franchement, un mec qui revient sur Yogi, on met tout au moment de base, il fait non. Et il repart. Et il revient plus jamais. Moi, j'adore les jeux comme ça. Je trouve ça fantastique. Et enfin, dernier archétype. Mon jeu était pas très dur, mais au moins il t'a fait un peu rire. Est-ce que d'après toi, les avions maquis, ils existent ou pas? Parce qu'il y a les bateaux sushi. Est-ce qu'il y a les avions maquis? J'adorerais que oui, mais je pense que non. Et ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Ah, putain, quel dommage. Ah, t'as été très bon. J'ai pas trop cherché la difficulté, mais plutôt le rire. En fait, je m'attendais à que tu me dises des noms genre non, mais... Blazer Soul Triple Dragon, tu vois. Mais ouais, mais... Et là, j'aurais été en mode putain. Là, c'était pas drôle et en plus, t'aurais perdu. Parce que tu vois, dans Shadow Invoke Dogmatica DPE, je peux te dire Shadow Dragon Link Dogmatica DPE, tu vas me dire bah oui, ça existe et ça existe pas. En fait, non, ouais. Ça, je me suis dit, c'est pas ça qui est drôle. Tu vois. Non, c'est clair. Donc, non, bien joué, t'as été très chaud. Très bon quiz. En plus, je crois que c'est moi qui t'ai dit fais-moi ce quiz. Oui. Et du coup, je me suis auto-amusé. Dès que je te parle d'un deck Yu-Gi-Oh, à chaque fois, le nom te trigger. Donc c'était sûr que ça allait être drôle. Les Yugistes, j'espère que ça vous a régalé. No offense sur votre jeu, j'adore. Non, mais t'es obligé d'être conscient. Tu peux pas être offensé de ce quiz en tant que Yugiste. T'es obligé de dire, non, mais je sais. Je sais, quand je joue Blaze Idol avec un engine Traptrix, je sais que, voilà. Je suis au courant que c'est un peu bizarre, quoi, les noms. C'est normal. C'est vrai. Fin de ce podcast. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés, regardés jusqu'au bout. Des bisous à tous. Passez de très bonnes fêtes. Continuez à passer de bonnes fêtes, parce qu'à mon avis, on est en plein milieu, là. Oui, mangez bien. On vous revient avec un podcast d'actualité pour le prochain, évidemment. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.